Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Société. Début décembre, un mouvement de grève inédit a touché le monde de la santé. Retour sur quelques revendications demandées à cette occasion. Nous allons évoquer aussi d'autres actus autour de la santé, la désertification médicale bien sûr, mais également les tensions d'approvisionnement de certains médicaments ou encore la coordination des soins entre hôpitaux et médecine-ville. Pour évoquer toutes ces actus, Francis Duruy, bonjour. Bonjour. Ancien médecin généraliste, puisque vous êtes depuis tout récemment en retraite, mais vous êtes toujours le président de l'Ordre des médecins des C'est Vosges. exact, oui. Je Merci. suis toujours en mandat. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Dorothée Wagner, première sur ce plateau, ravi de vous recevoir. Vous êtes médecin généraliste aux Forges et président de Vosges du syndicat MG France. Bonjour. Merci. Et enfin Yannick Marchal, bonjour. Bonjour. Pharmacien à Épinal et membre du syndicat des pharmaciens des Vosges, FSPF. Sachant qu'il n'y a pas d'organisation départementale, vous êtes organisé au niveau régional. Pour l'ordre des pharmaciens. Lorraine ou Grand Est? Grand Est. Grand Est. Ok. Eh ben, écoutez, merci évidemment à tous les trois d'être avec nous. Voilà, beaucoup d'actu autour de la santé qui a encore été mise en exergue tout début décembre au niveau national et un petit peu partout, bien sûr, avec des revendications. Alors, au niveau national, Dorothée Wagner, on a entendu cette revendication de la consultation à 50 €. En fait, non, localement, vous n'étiez pas du tout là-dessus. Ça, c'est une revendication d'un collectif de médecins qui s'est créé très récemment et ça ne correspond pas forcément aux revendications des syndicats, en tout cas des différents syndicats, puisque MG France n'est pas le seul à ne pas être d'accord avec cette revendication-là. Et effectivement, ce n'est pour nous pas du tout une solution intéressante de majoration de nos honoraires, qui est nécessaire, ça c'est une évidence, mais qui ne va pas du tout faciliter l'accès aux soins, parce qu'on ne peut pas parler rémunération des médecins sans mettre dans la balance l'accès aux soins des patients, qui est très important à l'heure actuelle, surtout avec le nombre de patients qui ne trouvent pas de médecin traitant généraliste. Francis Duruy, comment on explique l'actu nationale notamment n'a retenu que globalement cette revalorisation salariale de la consultation à 50 €? C'est le chiffre de 50 € est symbolique. Il a été prôné, comme l'a dit ma collègue, par un collectif dont on n'a pas trop d'idées sur l'origine et sur l'identité, mais ça signifie quand même que tous les médecins de France ont quand même le sentiment bien ancré de leur sous-rémunération et par rapport notamment à ce qui se fait dans les autres pays européens, avec l'acte de base du médecin généraliste qui est la consultation, qui est à 25 € depuis 7 ans. Donc ça laisse quand même... Voilà, il y a un mécontentement de ce côté-là. Sur le chiffre, de toute façon, 50 € est une revendication symbolique qui n'a aucune chance d'aboutir. Mais voilà, il y a un malaise dans la profession et je pense que c'est ça qu'il faut retenir surtout. Alors, plus que les 50 €. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La revendication salariale, en plus, permettez-moi, je pense me faire l'écho du plus grand nombre, elle est peut-être difficilement entendable par la plupart du grand public, dans le sens où, voilà... C'est toujours le problème des médecins. C'est une profession libérale. Le problème des médecins, qu'ils soient libéraux ou pas, peu importe, l'image de marque du médecin reste en France d'une personne qui gagne bien sa vie. Et donc, par les temps difficiles d'aujourd'hui, la population française ne comprend pas bien. Je veux bien l'admettre. Mais dans l'intimité des cabinets médicaux, les malades ont un autre discours. Ils disent « Oui, je ne comprends pas comment je paye moins ma consultation qu'une coupe de cheveux ou qu'un soin chez le pédicure. » Donc, il y a une conscience quand même générale du fait que la médecine libérale est sous-considérée. Sous-considérée parce que la considération, ça passe quand même par la rémunération. Yannick Marchal, juste un petit mot des pharmaciens sur ces mouvements dans le monde de la santé, dans le monde des praticiens en médecine générale. Quel a été le regard des pharmaciens, et notamment du syndicat des pharmaciens? Alors moi, personnellement, je comprends en fait leurs revendications. Après, ils demandent 50 €. Effectivement, je pense que ça a peu de chances d'aboutir. Mais Francis Duruy parlait d'un malaise. C'est une somme symbolique, comme l'a dit Francis Duruy. Francis Duruy parlait d'un malaise dans les professions. Le malaise, il est chez les médecins, mais il est aussi chez les pharmaciens, il est chez les infirmiers, il est dans toutes les professions de santé libérales.
Et ce malaise, Dorothée Wagner, il provient notamment alors non pas de conditions de travail, mais on va dire de conditions d'exercice de façon sereine de la médecine et de l'accompagnement du patient, tout simplement. Je pense qu'il y a une grosse souffrance des médecins en général. Il faut quand même savoir qu'on a 50% des médecins en burn-out. On a un taux de suicide qui est 2,5 fois celui de la population générale. On a sur 90 000 généralistes, 51 000 généralistes seulement qui sont médecins généralistes traitants. C'est-à-dire qu'il y en a tout un paquet qui décident de faire autre chose parce que le métier est difficile, parce qu'il y a une souffrance et que la situation actuelle rajoute une pression supplémentaire. Il ne faut pas croire qu'on est indifférent aux difficultés de la population sur l'accès aux soins. On n'est pas responsable de tout ça. Et là, actuellement, on nous demande de trouver des solutions, de nous organiser. C'est difficile. Donc oui, il y a une grosse souffrance. Et je pense qu'il y a un gros manque d'attractivité de la médecine générale et qu'effectivement, il est temps de créer un gros choc d'attractivité pour attirer les jeunes et qu'ils aient envie de refaire de la médecine générale. Moi, on a tous quand même été éprouvés par les années Covid. Je ne sais pas vous, mais on a été sur le pont toutes les journées, tous les jours, H24, 7 jours sur 7. C'est vrai que là, la pharmacie, on vient de terminer les négociations conventionnelles, vous les entamez. Voilà, on aimerait bien récupérer le fruit de notre travail aussi. Voilà. Et c'est le cas aussi des laboratoires de biologie, évidemment, fait, qui ont fait parler d'eux fin novembre avec, pareil, des débrayages, plutôt des grèves, évidemment, des fermetures de laboratoires, sachant que les urgences étaient quand même assurées, bien évidemment, mais il y a des revendications, alors non pas salariales, mais de compensation par rapport au travail effectué pendant la période du Covid. Francis Duru, Dorothée Wagner viennent d'évoquer une problématique d'organisation de la métier, du secteur. C'est évidemment la problématique de la désertification médicale. Où en est-on ? Force est de constater que ça avance, mais pas assez vite, c'est certain. La désertification médicale, elle est liée au manque de candidats à l'installation, d'abord. Il y a une mauvaise conjoncture, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, depuis déjà 5 ou 6 ans, et encore pendant 5 ou 6 ans, on est en train, si j'ose dire, de liquider la génération baby-boomer des années 50, et qui étaient nombreuses, qui représentaient la majorité des médecins et qui partent tous à la retraite, qu'ils soient généralistes ou spécialistes ou hospitaliers. Et les hospitaliers, parfois avec 2 voire 3 années d'avance, puisqu'ils ont, grâce aux 35 heures, bénéficié d'un compte de temps qui leur permet de partir à la retraite avec de l'avance. D'accord. Donc, c'est un effet pervers de cette mesure. Et voilà, donc pour l'instant, les classes de jeunes médecins qui arrivent sur le marché, entre guillemets, ne comblent pas les départs. Alors, bien entendu, de nombreux médecins généralistes ou spécialistes libéraux prennent leur retraite et continuent à travailler en cumul emploi-retraite. Et si ça n'existait pas, ce serait encore bien pire que la situation d'aujourd'hui. À quelle échéance, grosso modo, on va pouvoir espérer que la situation s'améliore dans les territoires, dans le monde rural ? Eh bien, écoutez, et puis en ville aussi. D'abord, on parle toujours de la désertification médicale, mais on commence à parler de désertification médicale en zone urbaine, tellement il y a une pénurie, peu de médecins généralistes qui s'installent, et les spécialistes, on va en parler, mais ça c'est encore une autre actu. Le vivier, ça vient des universités, des facultés de médecine. Donc le nombre d'étudiants admis globalement en France à franchir le cap de la première année, donc à se retrouver en seconde année de médecine, avec des modalités différentes de ce qui se passait avant, mais grosso modo, on sélectionne quand même un nombre, ça s'appelle plus concours, mais ça y ressemble quand même, a beaucoup augmenté. On est passé de 8 000 les années, il y a jusqu'à 2-3 ans, à 15 000, pas dans toutes les facultés de médecine, parce que pour des raisons d'organisation, de place, etc., ou d'autres raisons d'ailleurs, on n'a pas suivi cette augmentation générale, et c'est le cas à Nancy. Donc, les études étant de 9 ou de 10 ans, moins 2 années, puisque ça existe depuis 2 ans, vous voyez,
dans 8 ans, 9 ans, on a l'espoir de voir arriver des classes plus nombreuses. Ça fait un petit peu peur parce que c'est loin, 8 ans, 9 ans. Voilà. Alors, entre-temps, il y a quand même des installations. Il y a des installations. On a, heureusement, dans le département des Vosges, une attractivité médicale qui existe par le fait qu'il y a un grand maillage en MSP, avec de nombreux maîtres de MSP, stage, maisons de santé pluridisciplinaires, des maisons médicales, mais qui sont labellisées, qui ont une fonction particulière quand elles s'appellent maisons de santé pluridisciplinaires. Et au sein de ces maisons de santé pluridisciplinaires, il y a de nombreux maîtres de stage universitaires qui sont labellisés par l'université pour accueillir des internes en stage, qui ont des stages obligatoires en médecine générale. Et c'est la meilleure voie pour rendre attractif et susciter des installations dans le département. Et les jeunes médecins qui s'installent dans les Vosges, actuellement, sont à une majorité écrasante des gens qui ont suivi cette filière, qui sont venus faire des stages dans les Vosges. Les collectivités jouent leur rôle, je veux dire, dans la mesure de leurs compétences. On pense bien sûr au plan santé porté par le Conseil départemental des Vosges. Dorothée Wagner, ce plan santé au niveau départemental, donc inciter de nouveaux praticiens à s'installer sur notre département, vous en voyez les fruits ? Ça dépend vraiment des secteurs. Je pense vraiment que la solution réside effectivement dans le fait de revaloriser le métier, de le réorganiser. Et puis après, j'ai un collègue à Remiremont qui utilise cette image et qui parle d'un effet buvard. Et je pense que ce sera beaucoup plus facile une fois qu'il y aura des structures installées, que d'autres médecins aient envie de s'installer peut-être à côté, et que les médecins généralistes se repropagent un petit peu comme ça, que les obliger à venir dans des endroits où il n'y a plus personne et où de toute façon ils n'auront pas envie de venir et pas envie de rester. La contrainte, selon vous, ça ne marchera pas ? C'est la pire des trop idées. tard. La pire des idées. C'est trop tard. Ça aurait pu fonctionner il y a quelques années, quand il y avait encore suffisamment de médecins, de dire tiens, on fait découvrir un secteur peut-être un peu rural à un jeune et il aura peut-être envie de rester. Ouais. Mais là, c'est trop tard. Cette solution-là, elle arrive trop tard parce qu'on n'est plus assez nombreux du tout. Yannick Marchal. Alors moi, je voulais rebondir sur le désert médical. Derrière les déserts médicaux, il y a des déserts pharmaceutiques qui se... J'allais y venir. Voilà, qui risquent de se créer. À l'heure actuelle, il faut le dire, c'est une bonne chose, il n'y a pas de désert pharmaceutique dans les Vosges. Il y a 140 officines dans les Vosges, c'est réparti de bonne manière. Avec quand même quelques secteurs où vous pouvez avoir des craintes. Il y a des secteurs, il y a des officines qui ont fermé, là, depuis... il y a quelques problèmes qui arrivent quand même. Il y a quelques officines qui ont fermé ces dernières années dans les Vosges, généralement dû au manque de médecins. Je pense notamment à Lérins, Gironcourt-sur-Vraine, Raymondcourt, La Petite-Raron. Ouais. Ça, c'est des officines qui ont fermé. Il n'y avait plus assez de clients dans l'officine et du coup, le pharmacien a préféré rendre sa licence à l'ARS parce qu'il ne trouvait pas de repreneur. Il n'y avait pas de viabilité économique à reprendre l'entreprise. Pour la simple et bonne raison que les patients, tout simplement, allaient plus loin, voir le médecin, leur médecin traitant ou pas, ou un spécialiste même. Hein. Et puis... trouver une pharmacie sur la route, à côté de chez eux. Voilà, généralement, ils n'attendaient pas de revenir à Lérins ou à la Petite-Raon. Voilà. Et donc, cette situation plus ou moins stable en termes de pharmacie pure et dure. Pour l'instant, oui. Voilà. Mais voilà, on voit poindre des problèmes à l'horizon. Hein. C'est les déserts médicaux, un manque d'attractivité de la profession aussi. Cette année, il y a 10% de places manquantes, de places non pourvues en deuxième année de pharmacie. C'est inédit ? Ah oui, complètement. D'accord. Alors ça, nous, on l'analyse, c'est un problème manque d'attractivité de la profession. Et puis, à l'heure actuelle, quand vous avez... c'est la première année commune des études de santé. Ouais. Les pharmaciens et les sages-femmes, on est dans la même situation. On a des places manquantes. Quand vous avez un étudiant qui est classé, on le pousse à faire médecine, même s'il a envie de faire pharma. Parce que c'est mieux, je sais pas. Même s'il a envie de faire pharma, on le pousse à faire médecine. Et à la fin, on se retrouve avec des filières déficitaires en sage-femme et en pharma. Francis Duru, pardon, très rapidement, vous disiez, la contrainte, ça marche pas, ça ne marchera pas ? Ça ne marchera jamais. C'est une très mauvaise idée. C'est une idée qui revient tous les ans, à l'automne, quand on discute les budgets de la sécurité sociale à l'Assemblée et au Sénat.
Ça a été prôné par tous les bords politiques. Et ça a été essayé dans certains pays voisins, dont l'Allemagne, qu'on prend toujours en modèle, qui a instauré une contrainte à l'installation et qui a vu chuter le nombre des installations de 90% dès la première année. Et qui, comme ils sont moins têtus que nous, ils sont tout de suite revenus sur cette mesure qui a disparu, qui a permis de reprendre des installations. Voilà. Et celle qu'on a entendue sur les ondes dernièrement, c'est-à-dire de créer une année supplémentaire destinée à envoyer des stagiaires internes en fin de formation dans les territoires désertifiés, c'est l'aberration complète. Soit on envoie des médecins formés, soit on envoie des étudiants, mais si ce sont des étudiants, ils doivent être encadrés par des maîtres de stage. D'accord. Alors, aller trouver des maîtres de stage universitaires qualifiés dans des déserts médicaux, c'est quand même compliqué. Donc, c'est une fausse bonne idée. C'est une très mauvaise idée. Si on veut dégoûter les jeunes médecins d'aller s'installer quelque part, il faut faire ça. D'accord. Voilà. Okay, C'est-à-dire que vous enverrez un jeune médecin là où il n'y a rien, il va y aller s'il est contraint, mais il n'aura qu'une hâte, c'est de repartir. Allez, on passe à une autre actu si vous voulez bien. Yannick Marchal, par rapport à la pénurie de médicaments, évidemment, on l'entend aussi de plus en plus en ce moment. C'est pas nouveau, en fait, selon vous, mais sauf que voilà, aujourd'hui, c'est focus sur le paracétamol, le Doliprane pour ne pas le citer, et puis l'amoxicilline, donc c'est un antibiotique. Oui, voilà. Alors effectivement, situation inédite sur ces deux médicaments-là. Oui, voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Les pénuries de médicaments, ça fait plusieurs années qu'on a beaucoup de mal avec pénurie ou tension d'approvisionnement. Pénurie ou tension d'approvisionnement. Ça fait plusieurs années que ça dure, de toute façon. Pour le paracétamol, les raisons, elles sont simples. Hein. Il y a l'augmentation de la consommation avec le Covid. Il y a des tensions sur un des composants. Alors, c'est un édulcorant, notamment sur le sirop. Alors là, par contre, c'est la première fois qu'effectivement, ça touche des formes pédiatriques. Hein. Le Doliprane sirop, pour ne pas le citer. L'amoxicilline antibiotique pour les enfants. Il y a des tensions sur un des composants. Il y a associé à la difficulté de moins en moins de pédiatres, mais ça on va y revenir très rapidement. Aussi, oui. Il y a des problèmes sur les flacons en verre à cause du coût de l'augmentation du coût de l'énergie. D'accord. Il y a des mouvements sociaux chez Sanofi. Et depuis plusieurs années, la caisse d'assurance maladie fait peser les économies de la sécurité sociale sur le prix du médicament. Pour faire des économies, on baisse le prix du médicament. Aujourd'hui, maintenant, les laboratoires préfèrent vendre à l'étranger plus cher qu'en France. Okay. Et ça, c'est sur toutes les classes de médicaments. Donc, j'ai envie de dire, c'est un effet boomerang de notre protection sociale française, vraiment très avantageuse, et qui fait que les professionnels et les laboratoires, au final, ils n'y retrouvent pas leur compte. Mais ça fait un moment qu'on alerte la sécurité sociale là-dessus. Quand on ne met pas assez de sous dans le réseau, il y a un moment, ça ne marche plus. C'est pareil partout, quand on n'entretient pas ces infrastructures, il y a un moment, ça ne marche plus. Donc là, on n'est même plus sur la thématique de relocalisation de l'industrie pharmaceutique, mais on est sur la thématique de l'export de l'industrie pharmaceutique, évidemment, en dehors de la France. Voilà. Un petit peu compliqué. Dorothée Wagner, comment vous faites au quotidien, vous, médecin généraliste, si vous savez qu'il y a des difficultés de distribution de paracétamol et d'amoxicilline pour les enfants ? Du mieux possible. Mais c'est-à-dire concrètement ? C'est-à-dire qu'on essaye éventuellement, si on peut, de limiter les posologies de Doliprane, de paracétamol, quel qu'il soit, en disant je vais en donner 2 boîtes au lieu d'en donner 3 boîtes. De toute façon, sachant que le pharmacien, lui, il le fait lui-même s'il a un stock restreint. C'est revoir toutes les indications des médicaments, mais ça se fait indépendamment des tensions d'approvisionnement. Et puis après, c'est essayer de trouver des substituts possibles quand on peut. Voilà, donc on attend le coup de fil du pharmacien, et puis quand il nous appelle, on essaye de trouver une solution ensemble, la moins pire possible dans certains cas, parce que c'est pas toujours évident. Vous avez parlé de posologie, il peut y avoir peut-être quelque chose à faire de ce côté-là, notamment en termes d'habitudes ou de mauvaises habitudes des patients ou des Français, notamment par exemple dans l'usage du Doliprane. Alors là, on est en accès libre, là on parle d'ordonnance avec vous, mais... Ça, on le fait au quotidien, mais c'est vrai qu'on a reçu un message de la CPAM nous disant essayez de ne prescrire dans les cas de douleurs chroniques que 3 grammes de paracétamol par jour au lieu de 4.
D'accord. par exemple. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, cette actu, Francis Duruy, sur la santé en France aujourd'hui? Mais Juste je crois- par le prisme de cette difficulté d'approvisionnement et donc de délivrance des médicaments. c'est la fragilité de notre système qui, qui a été jusqu'au bout de ses idées, de la prise en charge de tout pour le moindre coût, et avec des zéro reste à charge, si possible, pour l'usager, Mhm. ce qui est en soi, je pense, l'essence même d'un système de protection sociale solidaire. Sauf que maintenant, on n'y met plus les moyens. Donc, on va se trouver face à des choix, obligatoirement. Soit, je ne sais pas comment on peut imaginer ça, mais peut-être que si un patient veut plus de boîtes, il devrait les payer plus cher. Tous les systèmes sont possibles à imaginer. Mais Grosso modo, quelqu'un va devoir payer plus. Que ce soit l'État, forcément. via peut-être nos impôts, ou directement les patients eux-mêmes. Après, il faut bien comprendre qu'un fabricant de Doliprane, qui est toujours ou en Chine, en Inde, ou quelque part. Quelques-uns en France quand même. Oui, mais voilà, les matières premières viennent de ces pays quand Oui. même. Donc, ces pays-là n'ont aucune considération pour les états d'âme des gouvernants français ou des assurés sociaux français. Voilà, ils disent en Espagne, je vends ma molécule 2 euros, je ne la vends qu'un euro 50 en France, je vais la vendre en Espagne. C'est des affaires, c'est sordide, mais il n'y a pas de philanthropie là-dedans. Donc, tant qu'on ne se sera pas réaligné un petit peu, on aura souvent des tensions qui sont liées à des préférences internationales qui ne visent plus la France. Yannick Ouais. Marchal. Si on peut faire passer un message aux téléspectateurs, ne pas faire de réserve, s'il vous plaît. Vous faites bien. Notamment sur les sirops enfants, ça c'est quand même un truc. Voilà, ça sert à rien d'avoir 4 flacons chez soi. Ne faites pas de réserve, s'il vous plaît. Voilà. Sachant qu'il y a un gaspillage quand même monstrueux dans les médicaments en France. Quand Oui, même. d'où ma question tout à l'heure sur la posologie. Il y a... La posologie, c'est différent. La posologie, c'est quelque chose de scientifique. D'accord. C'est comment on va appeler ça? La posologie de l'autoconsommation. Voilà, Hein, peut-être. de l'auto... Voilà. Ne pas garder, prescription. comme le dit M. Marchal, ne pas garder un reste de flacon d'antibiotiques pour la prochaine fois. C'est une catastrophe de faire ça. Ouais. Et ne pas vouloir toujours avoir, comme si c'était du sucre ou de l'huile, un placard rempli de médicaments au cas où, on ne sait jamais. Hmm. Voilà, ça c'est inutile, c'est Le message est passé. voilà, et c'est antisolidaire et ça ne sert à rien. Ça me Voilà. permet de rebondir, on n'avait pas prévu ça, mais sur l'aspect recyclage des médicaments, on en est où? Est-ce qu'il y a une évolution récente ou encore des marges de progression on peut toujours amener les médicaments évidemment en Alors, le pharmacie recyclage de médicaments, nous, on récupère donc les médicaments périmés ou dont les gens n'ont plus besoin, Ouais. notamment les antibiotiques à moitié pleins qu'il ne faut pas verser dans l'évier. Voilà. Et alors, au niveau qu'est-ce volume, que- c'est à peu près, je pense que c'est à peu près vous en faites? constant là. Alors, tout est brûlé en fait. Voilà, d'accord. ça sert. Non, mais c'est pas, ça sert, c'est pas réutilisé, c'est... Ah non, ça c'est fini. Il y avait trop de trafic sur les marchés. Voilà, d'accord, c'était... Ça partait en Afrique, c'était revendu au noir, au marché noir là-dedans. Donc ça c'est terminé. Tout est brûlé et on l'utilise comme énergie. Ok, Voilà. donc qu'on n'imagine pas que la filière du recyclage pourrait éventuellement Non. atténuer un petit peu les difficultés d'approvisionnement. Non, On n'est non, pas non, du tout non, là-dessus. de toute Plus façon. du tout. Oui, plus du tout. Non, non. Ok. Dorothée Wagner, dernière actu que je souhaiterais qu'on évoque, la coordination des soins, allez très rapidement, c'est un petit peu compliqué, mais l'idée c'est évidemment qu'il y ait une meilleure coordination entre un patient qui sort de l'hôpital, donc avec des prescriptions, avec un suivi, etc., et puis les médecins généralistes derrière, ou les spécialistes qui font du suivi. On pense évidemment aux kinés, aux infirmières, etc., bien qu'il y ait une autre actu les concernant. Quelle est-elle aujourd'hui et comment pourrait-elle être améliorée, cette coordination des soins? Elle fait un petit peu défaut. Évidemment que la coordination est indispensable et on essaye de le faire de plus en plus. On s'organise de plus en plus au sein de structures comme les CPTS. Les commissions de territoire... Communauté. communauté. Territoire santé. J'allais manger l'acronyme. Et c'est vrai que le nombre de fois où on court après les informations quand on a un patient qui est sorti de l'hôpital et qu'on n'a pas eu les informations sur ce qui s'est passé, ce qu'il a, son ordonnance, enfin, etc., ce qu'il a à faire,
ça nous fait perdre du temps à tous. Donc oui, il faut absolument améliorer tout ça, mais ça se fait petit à petit, c'est-à-dire que le patient est censé sortir avec son courrier, au moins un courrier de sortie temporaire. Je ne sais pas s'il y a déjà des choses concrètes qui ont été mises en place au niveau de la coordination. À qui la faute, Mais, Francis Duru? Ah, la faute à personne. Ah bah, C'est- il y a bien un c'est- responsable. c'est- Soit c'est réglementaire, soit c'est les... c'est certains c'est- praticiens C'est pas réglementaire. Réglementaire. C'est un. Faudrait-il que ce le soit? C'est des façons de procéder qui ne posaient pas de problème tant qu'il n'y avait pas de tension médicale, tant qu'on n'était pas dans l'urgence tout le temps. D'accord. Ça pose un peu plus de problèmes maintenant, mais il y a quand même eu d'énormes progrès quand même de la part des médecins hospitaliers qui nous envoient, peut-être pas toujours aussi vite qu'on voudrait, mais des comptes rendus qui sont quand même de véritables comptes rendus bien structurés dans lesquels on trouve toutes les informations. Ok. Les patients sortent toujours de l'hôpital avec une ordonnance. Enfin, il n'y a quand même pas de catastrophe de ce côté-là. Le C'est- problème, allez, ce sera le mot Voilà. de la fin, mais le problème, Yannick Marshall, c'est quand l'ordonnance, Alors, nous, ce elle qu'on arrive veut- le voilà. samedi à 16h. Là, nous, ce qu'on redoute, Et c'est ce sera le mot de l'ordonnance la de fin. sortie hospitalière à 16h, voilà, où Voilà. on n'arrive plus à joindre personne. Allez, Voilà. on aura peut-être l'occasion d'évoquer de nouveau cette meilleure coordination entre centres hospitaliers, donc praticiens hospitaliers et pharmaciens et médecins de ville, etc. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. C'est passé très vite. Beaucoup d'actu. On aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous de votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.